Analyse dimensionnelle, elle prend le départ, on ne peut pas mettre égal deux quantités de nature différente. Je ne peux pas comparer deux choses qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Par exemple, le cas le plus banal, je ne peux pas comparer le goût d'une tomate avec des cerises. On ne peut pas. Comme on dit, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. On ne peut pas mélanger les choux avec les carottes. Ce sont des phrases qui reflètent cette réalité physique qui dit que si A est égal à B, normalement ces deux grandeurs auront quoi? Même unité. On compare une masse avec une masse, une vitesse avec une vitesse. Et par la suite, pour faire apparaître ce qu'on appelle l'homogénéité de la relation, pour qu'il soit homogène, pour qu'il soit correct, il faut que l'unité de l'entité à droite doit être égale à l'entité à gauche. Ça nous ramène à parler de système d'unité. Le système d'unité ou la comité international de mesure de poids et de mesure, c'est celle qui s'intéresse aux unités et valider ou ne pas valider certaines unités ou de les mettre en système international. Normalement, il y a 7 unités de base et à partir de ces unités de base, on peut construire, entre guillemets, des unités qui sont dérivées. Par exemple, si on parle de joule, qui est l'unité de l'énergie, ce n'est pas une unité qui est de base fondamentale, mais uniquement, c'est à partir d'une relation mathématique qu'on peut déterminer ça, de quoi il est composé comme unité de base. Ils sont 7. Il y a la masse en kilogrammes, la longueur en mètres, l'intensité de courant en ampères et MKSA. Ils sont donnés dans cette MKSA. Il y a la masse, le mètre, le kilogramme, la seconde et l'ampère et d'autres unités, c'est rare qu'on utilise, c'est le candela et la quantité de matière en mol, la mol. Donc, avec ces unités de base, on a construit d'autres unités, le volt par exemple, le joule, le newton et d'autres unités. Donc, chaque relation, par exemple, B est égal à la racine carrée de G fois H carré. La première des choses, cette analyse dimensionnelle ou de dimension, on utilise d'abord une grandeur comme ça. Pour faire une grandeur en le mettant entre crochets, ça donne le commencement d'une analyse dimensionnelle. On utilise d'une façon directe la vitesse. Ça veut dire que je vais essayer de déterminer les unités qui composent ou qui entrent dans la définition de V, doit être normalement égale ou première relation, c'est la racine carrée G H carré. Je vais essayer de déterminer de quoi cette relation elle est quelles sont les unités fondamentales qui définissent cette relation. D'abord, la vitesse, c'est quoi? C'est le mètre par seconde, c'est-à-dire sa relation, c'est la distance sur le temps. Donc, je mets une distance, c'est une longueur, et le temps, on le met T majuscule. On n'écrit pas mètre seconde. La dimension, c'est une longueur. Et sur le temps qui est T. Et généralement, il décrit dans la même ligne, c'est-à-dire L, T, moins 1.
Pour la deuxième relation, lorsqu'il y a le carré, ça veut dire ce qui est à l'intérieur, c'est au carré. S'il y a une racine, ça veut dire le tout, il y a un demi. Et c'est quoi là à l'intérieur? C'est G, H au carré. Vous suivez ou? Donc, en écrivant des crochets, ça veut dire j'essaie de déterminer la dimension des grandeurs qui composent ce produit-là. Les opérations, par exemple, on verra par la suite, s'il y a un coefficient 2 au divisé par 3, on ne tient pas compte de ces valeurs. Pourquoi? Parce que ce sont des nombres, et les nombres n'ont pas d'unité. Par exemple, si j'ai 2G fois H, je vais essayer de déterminer l'équation dimension de cette expression. Ça sera uniquement G, H. Parce que garder 2 ou l'éliminer ne change pas les unités des grandeurs que j'ai dans cette expression. D'accord? On verra ceci par la suite. Ils ont facilité la tâche ici. Votre camarade a l'habitude de voir que G il a une unité qui est le newton sur le kilogramme, ou newton kilogramme moins 1. Mais on peut aller plus loin et déterminer que le newton sur le kilogramme, c'est le mètre seconde moins 2. On prendra un peu de temps. Par exemple, l'année dernière, nous avons le travail W. C'est quoi? C'est F fois, c'est la plus simple, fois la distance parcourue. Et là, le travail, c'est quoi? C'est en joules. Et c'est quoi le travail? On peut écrire ce travail-là, ce W, comme dimension, c'est de l'énergie. On peut, de l'énergie cinétique. Énergie. Et c'est quoi l'énergie cinétique? L'énergie cinétique, c'est 1 demi m v carré. D'accord? Je vais essayer de faire, si vous voulez, démontrer que G, la dimension de G, ça sera une longueur sur, ou plutôt, fois T moins 2. L'exercice nous a épargné cette étape. Parce que vous n'avez pas étudié ces équations aux dimensions. Je vais essayer d'arriver à cette relation-là. Donc le joule, qui est quoi? Qui est le travail. Le travail, c'est quoi? C'est une force. C'est le newton fois une distance qui est longueur. C'est quoi ici? 1,5, je vais l'éliminer. Je n'ai pas besoin dans les dimensions. M, c'est quoi? C'est une masse. F, c'est quoi? C'est une distance au carré divisé par le temps au carré, ça veut dire T moins 2. Je vais le mettre. D'accord? Là, c'est l'énergie. Et je vais essayer de... là, le newton. Donc, je vais essayer de simplifier. Donc le newton, c'est quoi? C'est une masse, une distance, T moins 2. D'accord? C'est ça le newton. Je reviens à G. Ce que vous avez déjà su, c'est le newton sur le kilogramme qui est la masse. Donc je remplace M, la masse, fois L, fois T moins 2, sur une masse. Ça donne quoi? Ça donne L, T moins 2. Et L fois T moins 2, c'est le mètre, ce que nous ont donné, comme unité, c'est le mètre seconde moins 2. Donc, cette analyse dimensionnelle nous permet d'exprimer ce qu'on appelle les unités dérivées, comme le newton,
par des unités qui sont de base ou fondamentales, qui est G, et s'exprime en longueur T moins 2. D'accord? Dans cet exercice, on nous a donné déjà G en mètres secondes moins 2, c'est-à-dire lorsque je fais l'équation dimension de G, je vais l'écrire directement en L T moins 2. C'est exprès, il n'a pas donné l'unité kilogramme newton sur le kilogramme, parce que cette relation ne vous donne aucun issue à la réponse. D'accord? Donc, on écrira équation dimension. Et vous écrirez d'abord on trouvera cette question dans l'examen du baccalauréat. La question, par exemple, montrer que telle grandeur est la dimension de temps, ou la dimension de telle. Donc, essayez là, c'est facultatif. À fur et à mesure que les cours s'avancent, on est obligé de pratiquer cette méthode. Non. Là, on fait uniquement apparaître pourquoi ils nous ont donné dans cet exercice que G, elle s'exprime, ils nous ont donné G, c'est en mètres, G 10, ils ont sa valeur au 9,81 mètres secondes moins. Là, vous n'avez pas l'habitude de voir cette unité. La première question, d'où vient pour G cette unité-là? Et nous avons fait la démonstration que écrire G, c'est 9,81 newton kilogramme moins 1, ce sont deux expressions équivalentes. Ceci dit, je reviens à ta question, je ne vois pas que j'ai répondu à ta question. Ici. Donc, lorsque je peux entrer l'équation dimension à l'intérieur, j'entre sous la racine carrée. Et la racine carrée mathématiquement, c'est quoi? C'est une puissance. Puissance quoi? 1/2. Parce qu'on n'ira pas plus loin en gardant ce symbole de racine. On doit la convertir. Si j'ai la racine, je remplace ce qui est à l'intérieur de la racine par une puissance de 1/2. D'accord? Si 3, par exemple, ici 3/2, on fera. C'est rare qu'on trouve autre que la racine. D'accord? Normalement, on n'a pas répondu à la première question. On a fait une petite pause pour justifier l'écriture de G par cette expression. D'accord? C'est pas grave si on trouve une petite difficulté à suivre. Nous aurons toute l'année scolaire pour comprendre chaque fois où l'occasion nous permet de faire cette analyse dimensionnelle, on le fera. La première des choses, c'est mémoriser que la distance, on la note L, c'est une longueur entre crochets, entre accolades, oui, entre crochets. Pour le temps, on met T majuscule, et ainsi de suite. Et lors de la révision, je vais essayer de mettre une flèche allant de cette racine à cette 1/2. Ça veut dire
cette racine-là, elle est remplacée par un demi. Y a-t-il une question? Non. Pour aller plus loin, ta copine, elle a posé la question, pourquoi G a été donné en unité mètre seconde moins 2? Je lui dis que normalement ces unités sont de deux types d'unités, et le newton sur le kilogramme, c'est quoi? C'est le mètre seconde moins 2. Par la suite, par exemple, cette question-là, nous les avons utilisée comme une introduction au système d'unités et les équations de dimension, les équations aux dimensions. Une fois terminé, on reviendra à notre question. Qui peut continuer la démonstration et de vérifier vraiment SV est égal à la racine carrée de G fois H carré, ou cette relation n'est pas homogène, n'est pas homogène. Qui tentera uniquement avec ces... Donc je vais continuer et je vous laisse l'occasion pour les deux expressions qui restent. Donc, je continue là. On s'est arrêté à ce niveau. Donc, ce G, H carré, on le remplace. G, c'est quoi? C'est le mètre. On vient de l'écrire là. C'est une longueur fois T moins 2 fois H, c'est quoi? C'est une longueur et de L au carré. Donc, avec la racine, ça donne là, L, c'est L, L carré fois L, c'est L à la puissance 3, mais la racine, ça donne L 3,5. Moins 2 sur 2, ça donne moins 1. On peut dire maintenant que l'unité, ça c'est l'équation de dimension. Cette expression, c'est une longueur à la puissance 3,5 fois un temps puissance moins 2. Ça veut dire quoi? L'unité, si on peut écrire l'unité, c'est le mètre 3 sur 2, seconde moins 1. Et vous voyez que il ne correspond pas aux dimensions d'une vitesse qui est la longueur fois t moins 1. D'accord? Donc cette expression n'est pas valable. Donc V qui est égal à la racine carrée de G H carré n'est pas permise par l'homogénéité des unités. Donc cette équation n'est pas homogène. Et par la suite, il sera non permise ou non admise. C'est celle que tu as utilisée. Non, tu as pris l'application numérique de cette expression.
j'ai vu sur une copie, certains ont pris comme relation valable celle-là. Donc essayez, s'il vous plaît, sur vos cahiers de recherche, de vérifier l'équation dimension de la deuxième proposition. La deuxième proposition, c'est V. Deuxième proposition, V est égal à la racine carrée de G sur H. Ça, c'est la deuxième proposition. Normalement, là, c'est un cours qui doit être dans une séance en moins de 2 heures. Nous l'avons donné d'une façon rapide, puisque ces notions-là, on le verra le long du programme de la physique. C'est pour cela qu'on ne le consacre pas un cours indépendant. La réponse à cette question, la façon dont on répond, dépend de la question posée. Parfois, on demande, en appliquant les équations en dimension, vérifier que la relation telle est correcte, ou déterminer laquelle des trois est correcte. Je suis obligé de faire ce travail-là. Parfois, la question... il ne nous demande pas l'équation en dimension, on peut utiliser directement les unités. Par exemple, si on ne nous demande pas les équations en dimension, on mettra là, G, c'est le mètre seconde moins 2, je l'écris là, fois le mètre carré, donc c'est le mètre puissance 3 sur T au carré, et ça ne correspond pas à une vitesse. Directement, sans utiliser cette méthode-là. Donc, qui peut analyser la proposition 2, celle-là? D'abord, est-ce qu'il est correct ou pas? Il n'est pas correct. Donc, tu peux passer là. V. Non, là c'est la relation. Pour mettre là, à la ligne, et tu mettras V en... On commence par V. Voilà. Tu as écrit G. Donc à côté, tu mettras H. Et par la suite, non, c'est une question de... Voilà. Celle-là, non, son équation de dimension, c'est quoi? Là, on doit poser une question, un point d'exclamation, d'interrogation. Donc, je vais essayer de voir celle-là. Et je vais essayer de voir l'autre et les comparer. Nous n'avons pas, avec certitude, l'égalité. S égale. Donc le V, c'est quoi? C'est L fois T moins 1. D'accord. Tu passes maintenant à la deuxième... voilà.
et tu essaies d'écrire directement, G c'est quoi? Mettre là, c'est L, T-2. Je vais essayer d'effacer flèche, d'accord? Le tout, 1/2, d'accord. Égal. Donc, T-2. Voilà. T-2 fois 1/2, c'est T-1. Donc, qu'est-ce que tu peux conclure? Cette équation n'est pas homogène. Donc, d'accord. Merci. Équation ou relation n'est pas homogène. On peut bien écrire que V est différent de G sur H. Donc il nous reste celle qui est la dernière relation, V est égal à la racine carrée de G fois H. Normalement, on doit répondre Donc, il peut passer, vérifier que c'est la bonne relation. Pour l'équipe des garçons, je veux un volontaire. Qui portera volontaire à cette question? Ton nom. Ton prénom, oui. Ton prénom. J'ai vu ta réponse, tu as donné du temps à la réponse. On essaie de... On passe au tableau, c'est pas pour comprendre. Ton prénom? Shahid. Shahid. Ah. Donc, tu as suivi, comme on écrit, que la signification de chaque expression. Donc, j'écrirai là la relation V est égale à la racine carrée de G fois H. Donc, on va vérifier si celle-là est correcte ou non. Normalement, elle doit être, parce que les deux étaient fausses, donc celle-là doit être correcte. Donc, essaie d'écrire ce que tu as compris au cours de cette séance.
équation en dimension. C'est la première des choses, c'est j'écris ces grandeurs entre crochets. Alors, V, voilà. Quelle est son unité? C'est-à-dire, c'est une longueur sur une distance. Tu l'écris avec, voilà, L sur T. D'accord. On l'écrit dans la même ligne, c'est quoi? Une seule ligne. On garde celle-là, c'est L. Et le T qui à la puissance 1 remonte au numérateur, ça donne T, T moins 1. Fois T puissance moins 1. On garde celle-là. Tu passes à l'autre. Toute l'expression entre crochets. Voilà. Cette racine, ça devient quoi? Un demi. Et à l'intérieur, ça sera G. Tu mets un crochet, le premier. Non, oui, le crochet. H. Le tout, un demi. Et tu mettras. Voilà. Donc, égal, tu remplaces G par son unité, nous l'avons déjà défini. C'est quoi? Et n'oublie pas la puissance moins 2, cette crochet. G son unité, c'est quoi? Ou que nous avons démontré tout à l'heure, c'est une longueur sur le temps au carré. D'accord. Donc, tu remplaceras ce G, c'est quoi? Le mètre, on le traduit par L. Tu mets, voilà, L sur T puissance 2. Voilà. Multiplié. H, c'est quoi? C'est une distance, c'est une longueur. Donc, c'est L. Le tout à la puissance 1,5. Donc, égal. Et maintenant, tu essaies de simplifier les choses. Là, c'est quoi? L fois L, ça donne quoi? L au carré. Égal, au-dessous. C'est L au carré. Essaie de simplifier l'écriture là. L au carré. Et là, c'est T à la puissance 2 au dénominateur, ça deviendra au numérateur. D'accord, oui. Fois T moins 2. Le tout, n'oublie pas, à la puissance 1,5. Et ça donne quoi? Si on fait entrer c'est égal à quoi? C'est L fois T moins 1, d'accord, c'est très bien. Merci. Et ça donne quoi? C'est les dimensions, c'est une vitesse. Donc, on écrira que vraiment ce V est égal à la racine carrée de G fois H. Au début de l'année, je me suis renseigné sur votre classe et ils m'ont dit que ce sont des éléments brillants et vraiment vous l'êtes parce que en suivant ces cours, ce que vous avez fait au cours de ces séances, seulement il vous reste cette... vous devez être un peu... participer et aller vers l'avance. D'accord? Donc la deuxième question,
c'est de calculer la célérité. Et pour calculer la célérité, nous avons différencié les trois expressions. Seule la troisième relation est valable pour être appliquée dans cet exercice. Bon, c'est clair maintenant? En réalité, la question 2, c'est uniquement une formalité. Le but de l'exercice, c'était bien de différencier les trois relations. Donc, application numérique. V, ça sera directement G, c'est donné, c'est 9,8 fois H, c'est combien? 0. Oui, 0,82. Là, si, ça donne combien? 3, donc 3 mètres seconde moins 1, seconde moins 1, pardon. L'exercice suivant, c'est 4. Ça concerne propagation d'un ébranlement le long d'une corde. Je relis l'exercice. La relation V est égale à la racine carrée de F sur mu donne la vitesse de propagation d'un signal transversal le long d'une corde tendue, dont F est la tension de la corde et mu sa masse linéaire. Premièrement, calculer la vitesse de propagation d'un signal le long d'une corde de longueur L, 8 mètres, et de masse M, 100 grammes. Et si sa tension F est de 5 newtons. La première question, je ne viens d'étudier les équations aux dimensions. Et tu m'as posé tout à l'heure la question de la racine carrée. Et tu as de la chance, nous avons dans cette relation aussi la racine carrée. Tu passeras faire l'analyse dimensionnelle de cette relation. V est égal, je vais l'écrire, V est égal la racine carrée de F sur mu. Voilà. Ou tu peux prendre stylo, feutre noir. D'un côté, on écrira V, et de l'autre côté, on écrira celle-là. D'accord? Dimension, oui, équation dimension de V. On l'a déjà su. Oui, c'est une longueur. Essayons d'écrire l'expression simple, toujours sur la même ligne, avec... voilà. On passera à l'équation en dimension de l'autre partie. Tu l'écris entre crochets. Oui, on enlève la racine carrée. D'abord, je garde ces deux crochets jusque là, et tu mettras quoi? On fait sortir quoi? La racine, c'est-à-dire 1, 2. Et qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? La force entre crochets, F,
fois mu moins 1. On la garde, on revient à F. C'est quoi? En Newton, qu'est-ce que tout à l'heure le Newton, dans l'exercice précédent? C'est la masse, c'est une masse, fois une longueur, fois t, moins 2. Voilà. Et mu maintenant. Comment? Une masse sur une distance. Donc c'est m fois L puissance moins 1. D'accord. Et on va essayer. Tu mettras moins 1 ici. Tu réécris une deuxième fois mu puissance moins 2, moins 1 pardon, est égal. Oui, c'est m puissance moins 1 fois L puissance moins 1 fois moins 1, c'est 1. D'accord. Et tu remplaces là. Donc, tu commences par là. Voilà. D'accord. Le tout à la puissance 1,5. Et tu essaies de simplifier sans écrire là. M fois m moins 1, on la simplifie, comme ça. Tu prends ce rouge et tu essaies de... Quoi d'autre doit être simplifié, non? Donc, ça donne L au carré. Tu essaies de donner, si c'est possible, la réponse finale. C'est L au carré. Ça donne quoi? L. Voilà. Et tu as le temps moins 2. Moins 1. T moins 1. Oui, oui, tu la gardes. L, c'est L. Fois. Voilà. Moins 1. Et c'est la dimension de quoi? D'une vitesse, c'est celle-là. Donc tu mettras ici 1 et ici 2, le numéro 1, et là c'est 2. Donc 1 est à la même dimension, donc V est égal. Voilà. Merci. J'espère que tout le monde pourra faire la même chose que votre camarade. C'est question d'habitude. Il faut s'habituer à ce genre de calcul. C'est pas demandé, mais uniquement pour forcer un petit peu ce que nous avons fait pendant l'exercice précédent. Et ayez l'habitude, une fois que vous trouvez des relations, essayez d'appliquer ces équations de motion pour s'entraîner. Notre question, ce n'est pas celle-là. Il nous demande de calculer directement V. Donc, première question. V égale la racine carrée de F sur mu. Ils nous ont donné mu, on remplace mu par son expression, avec mu c'est M sur L, je ne sais pas si grand M ou non, c'est petit m, mais grand M. Essayez de respecter les notations de l'exercice, donc c'est petit m, et ça donne V est égal à la racine carrée de F fois L sur N. J'encadre l'application littéraire et je fais l'application numérique. V, ça sera la racine carrée de F qui est 5 fois 8. Combien de 8 fois 8 sur 0.
C'est 20. 20 mètres. 20 mètres secondes moins 1. La deuxième question, c'est aussi simple que la précédente. Quelle est la durée du signal pour parcourir la corde tout entière? Oui. Deuxièmement, c'est D sur delta de T. Donc, delta de T, ça sera D sur V. Et on remplacera chaque grandeur par sa valeur. Delta de T, ça sera D, c'est L. C'est L et là c'est V. Donc L c'est 8 mètres sur V qui est 20. 0,4 secondes. Donc il parcourra 8 mètres en 0,4 secondes. Propagation, l'exercice suivant, c'est 5. Numéro 5, propagation d'une onde sonore. Donc, si vous avez terminé d'écrire, essayez de lire, mais pas parmi vous qui ont déjà tenté de résoudre cet exercice. Donc, dans un bassin, une source sonore émet un bruit intense qui se propage dans l'air et dans l'eau. Le bruit est reçu par deux récepteurs sonores, R1 placé à l'air et R2 situé dans l'eau, voire figure. Les données, la célérité du son dans l'air, c'est VR 340 mètres secondes moins 1, et la célérité du son dans l'eau, c'est VO est égal à 1500 mètres secondes moins 1. Quel est le récepteur qui, le premier, détectera le bruit produit par la source? Est-ce qu'on peut remplacer le mot bruit par l'onde sonore ou quoi d'autre que nous avons utilisé? Oui, une perturbation ou le signal. On peut utiliser le terme signal. Onde, c'est plus approprié au cours, et aussi une perturbation sonore. Donc, qui donnera la réponse de la première question? Oui? Le récepteur qui détectera le premier, c'est R2, car la célérité du son c'est exact. Donc, le récepteur R2, c'est le premier qui recevra le signal avant R1, puisque la vitesse de propagation dans l'eau est supérieure à celle dans l'air. Sans l'écrire, chacun d'entre vous essaie de formuler cette réponse et de l'écrire. Mademoiselle, tu as entendu la réponse? Non.
Donc essayez de changer d'abord la place. Un petit conseil, si vous êtes des amis hors classe, essayez de s'asseoir loin de l'une, loin de l'autre, afin de faciliter le suivi. Voilà. S'il te plaît, tu nous donneras la réponse. Oui. C'est prêt à... Vous avez... j'ai dit tout à l'heure que vous avez répondu à cet exercice, donc tu la lis directement de ta réponse, c'est bien. Donc vous écrivez, chacun d'entre vous écrira soit la réponse qu'il a sur son cahier de recherche, soit ce qu'il vient d'entendre. Le récepteur R2 détectera le premier le signal sonore, puisque la vitesse de propagation dans l'eau est supérieure à la vitesse de propagation dans l'air. D'accord ? Deuxième question. On note delta de t, la durée séparant la détection du bruit par les récepteurs R1 et R2. Exprimez la distance d séparant la source du récepteur en fonction de la durée delta de t et de la célérité VR et VO. Calculez par la suite cette distance, sachant que delta de d est de 0,5 secondes. Comment on va procéder à cette réponse? Oui. On discute sans utiliser le... C'est ton travail, tu l'as fait. Donc essayez de parler sans lire. Essayez de nous expliquer ce que tu as fait. Donc il nous demande delta de t. Ce delta de t, c'est quoi? C'est la différence entre le temps. Entre l'instant, delta de t et l'instant. Nous avons déjà parlé la différence. C'est la différence entre l'instant De la détection de R1 et R2. Donc delta de t, ça sera quoi? la différence. C'est, on va noter T2 où TR et TO. Qui est le plus grand? TO. Donc TO, il est court et TR, il est grand. Donc delta de T, ça sera TR moins TO. Le plus grand moins le plus petit pour avoir une durée delta de T. D'accord? C'est la première des choses, c'est exprimer ce delta de T, c'était moins le plus grand, moins le plus petit. D'accord? Et on passera, nous avons une seule et unique relation. X est égal à VT. Nous avons V est égal à D sur delta de T. Et lorsqu'on parlera des instants, on utilise la relation X est égal à VT. X, si vous voulez, l'abscisse de front d'onde ou de bruit ou de déformation, nommez-la ce que vous désirez. Et T, c'est l'instant, il sera atteint par, ou elle atteindra le récepteur. Donc ça sera XR. C'est quoi? C'est VR fois T mis dans l'air. Et XO, c'est VO fois l'instant dans l'eau qui atteindra le récepteur R1.
On fait sortir là, TR est égal à XR sur VR. Et là, TO, ça sera XO sur VO. Relation 1 et 2. Donc, delta de T de 1 et 2. Delta de T, ça sera X R sur VR moins XO sur VO. D'accord. On réduit au même dénominateur, ça donnera. Donc ici, non. Là, on doit faire apparaître quoi? La distance là. La distance, c'est XR et c'est XO. Oui. Ils ont la même. La plus grande, la distance, nous avons. Pardon, je dois garder le delta de T, ça sera X R sur VR moins XO sur VO. J'ai pas fait le schéma. Si le schéma c'est dans l'air, R1, et là l'émetteur, et là c'est R2, là c'est l'eau, et là c'est l'air. De là à là c'est quoi? C'est XR. Et de là à là c'est XO, pardon. Oui, c'est la même distance. XO. Donc là, j'écris que je dois écrire XR est égal à XO est égal à D. Et je continue mon développement. Delta de T, ça sera D. 1 sur VR moins 1 sur VO. Il nous a donné la question c'était des delta de T en fonction là. C'est pas la peine de D en fonction. Oui. Donc ça donnera D est égal à delta de T sur 1 VR moins 1 VO. Généralement, on la garde même. Il y en a ceux qui désirent avoir une relation qui est simplifiée, réduire au même dénominateur. On écrira D, ça sera delta de T sur VO moins VR sur le produit VO VR. On écrira l'équation finale ou l'expression finale de D. Ça sera VO fois VR fois delta de T sur VO moins VR. C'est l'expression préférable plutôt que l'autre. D'accord? Là, on voit uniquement des mathématiques. Essayez de travailler sur un schéma. Si dans l'exercice, vous avez un schéma, et sur ce schéma, ils ont mentionné D qui est la même dans l'air ou dans l'eau, qui facilitera .
la relation, on mettra D en facteur, qui est la distance parcourue dans les deux milieux O ou R. Par la suite, il nous demande de faire l'application numérique. Ils nous ont demandé, oui, de calculer cette distance. Donc, D est égal, V de O, c'est 1500, fois 340. Évidemment, dans des conditions de température et de pression. Ces valeurs-là changent avec la température et la pression. Divisé par 1500 moins 340 fois 0,5. Si quelqu'un a déjà répondu à cette question et qu'il a la même expression que vous avez devant vous, 219. Donc D, c'est 219,8 mètres. Voilà. Il nous reste le dernier exercice de cette série. Oui. Puisque la distance entre les récepteurs et la source est la même. Oui. Donc D égale à VF fois delta T. Non. D égale à VO fois delta T. On n'utilise pas delta de T. Quel delta de T? Si on utilise, il faut utiliser dr est égal. C'est VR fois delta de TR. Si tu utilises D est égal à V fois delta de T, on ne voit pas de quel phénomène on parle. Nous avons deux phénomènes distincts. La propagation dans l'air qui s'effectue avec une vitesse qui est différente à celle qui se produit dans l'eau. Donc, pour appliquer cette relation qui n'a pas, si vous voulez, delta de T est égal à D sur V, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de goût. Mais nous, c'est nous, au cours d'exercice, qu'on lui donne un goût. Delta de T de l'air, dans l'air, c'est la distance parcourue dans l'air sur la vitesse de propagation dans l'air. Et de la même façon pour l'eau. Normalement, si nous avons la même distance, on aura des durées différentes. Mais si nous avons des mêmes durées, nous aurons des distances qui sont différentes. Dans cet exercice, ils nous ont imposé la distance entre l'émetteur et le récepteur dans les deux cas. Ça veut dire que XR et XO sont les mêmes. Automatiquement, ça sera X, si vous voulez, DR, comme tu viens de dire, DR et DO. J'utilise pas D et durée, parce que pour calculer une durée, nous avons besoin de 2 instants. À compter que l'origine des temps, c'est l'instant où l'onde, où le bruit prend départ de la source vers les deux récepteurs. Nous avons dans cette série traité la plupart des phénomènes courants. Une corde, un ressort peut-être? Non, on n'a pas vu le ressort. Propagation des ondes sonores, propagation dans l'eau et propagation de deux milieux différents, comme le cas que nous venons de finir. Et le dernier exercice, ça concerne les séismes.
on attendra d'autres phénomènes qui viendront par la suite. On peut les traiter dans les ondes progressives périodiques. Il nous reste un exercice sur l'échographie et la détection. On verra peut-être dans un devoir à la maison qui nous préparera. On a assez de temps pour arriver à ce stade, c'est-à-dire le premier contrôle continu. Donc, qui peut nous lire l'introduction de cet exercice? Oui? Lors d'un séisme, la Terre est mise en mouvement par des ondes de différentes natures qui occasionnent des secousses plus ou moins violentes et destructrices en surface. On distingue les ondes P, les plus rapides se propageant dans les solides et les liquides, les ondes S, moins rapides se propageant dans les solides. L'enregistrement de ces ondes par des sismographes à la surface de la Terre permet de déterminer l'épicentre du séisme, lieu de naissance de la perturbation. Les schémas A et B modélisent la propagation des ondes sismiques dans une couche terrestre. D'accord. Donc c'est un petit résumé de un séisme. En réalité, ils nous ont dit qu'il existe plusieurs formes. Les plus connues, ce sont 4. Les ondes P, les ondes S, les ondes L et les ondes 4 ondes sismiques. Et les ondes qu'on appelle les ondes de volume qui circulent en profondeur. On n'a pas donné tout à l'heure, je vais essayer de vous faire, de revoir ces 3. L'exercice n'a pas mentionné les types et comment se font donc. On essaie de... Là, ce sont les 2 types mentionnés dans l'exercice. Donc, le sens de propagation est horizontal. À droite, vous avez une déformation ou une onde mécanique. De quelle nature, celle-là? Et c'est une onde transversale. C'est l'onde S. Ce sont des ondes S là. Ondes S qui sont transversales. Et là, ce sont les ondes P. Ce sont les ondes primaires. Et S, ce sont les ondes secondaires. Donc, comme je viens de dire que ces ondes-là, nous avons mentionné que 2. Mais ils sont connus 4 types d'ondes. J'ai dit ondes P et ondes S, et il y a les ondes L, où sont celui qui les a découverts ou étudiés, c'est les ondes Love, c'est son nom. Et d'autres ondes, donc ceux qui coïncident à notre programme, ce sont P et S. D'accord? Donc là, vous voyez que les déformations, c'est le sens ou la direction de propagation est parallèle à celle des directions de propagation. Et là, c'est perpendiculaire. D'accord? Donc, on revient à notre...
Donc la première question, les ondes P, appelées aussi ondes de compression, sous des ondes longitudinales, les ondes S appelées aussi ondes de cisaillement. Qu'est-ce que ça veut dire du cisaillement? Ce sont des coupures, c'est-à-dire il produit un découpement. En réalité, ce séisme se produit par des mouvements tectoniques ou des mouvements des plaques qui résultent suite à ce mouvement de l'énergie qui sera transmettre de l'intérieur de la Terre vers la surface. Donc on écrira des phrases concernant séisme, on peut le définir. Séisme, deux points. Un séisme, c'est un ébranlement brutal du sol. Séisme, c'est un ébranlement brutal du sol provoqué par le mouvement relatif ébranlement brutal du sol provoqué par le mouvement relatif de deux compartiments rocheux. De deux compartiments rocheux. Par la suite, ce séisme, il est caractérisé par ce qu'on appelle le foyer. Le foyer, c'est le lieu où se produit à l'intérieur de la Terre ce mouvement. Et ce mouvement-là, il va se propager le long de la Terre. Et la projection de ce foyer sur la surface de la Terre, on l'appelle l'épicentre. L'épicentre vous entendez parfois dans les informations que, par exemple, il s'est produit un tremblement de terre ou un séisme au Hoshima, par exemple, à Al-Husayma, et on dit que son épicentre est tel. Il nous donne un lieu donné. C'est-à-dire, c'est la projection de ce foyer vers la surface, c'est là où ce qu'on appelle dans notre cours l'épicentre. Mais pour nous, c'est quoi? C'est la source de l'onde qui se propage à la surface de la Terre. D'accord? Donc, à la ligne, foyer, c'est le lieu précis. Foyer, c'est le lieu précis où se produit la rupture initiale. Où se produit la rupture initiale. Où se produit la rupture initiale. En libérant de l'énergie. En libérant de l'énergie. Cette énergie-là, c'est ça l'onde, parce que nous avons dit qu'une onde mécanique, c'est la propagation de l'énergie sans propagation de la matière. Dernier point, épicentre. Épicentre. C'est la projection
du foyer à la surface du sol. Si là il se produit c'est là où il y a ce cisaillement, cette coupure. Donc là c'est le foyer. Et là c'est l'épicentre. D'accord? Ça, c'est à l'intérieur de la Terre. Et si cet épicentre coïncide avec un océan, ça donne quoi? De tsunami, ça dépend de l'énergie libérée. Ça peut donner des vagues de quelques mètres qui peut arriver à quelques kilomètres. Donc, selon l'énergie libérée lors de ce cisaillement. N'oubliez pas aussi qu'il peut être provoqué par des volcans. Même les volcans sont responsables de ces tremblements de terre. Donc, on passera maintenant à notre exercice. Donc, quelle est la question 1? Sur le schéma. Un train d'onde A et un train d'onde B. Ça veut dire c'est, si vous voulez, un paquet de mouvements. Ce train, uniquement un ébranlement, si vous voulez, ou ce que nous avons noté, une onde mécanique. Donc, qui nous donnera la réponse à cette question? 1. Les ondes P, appelées aussi ondes de compression. Quels sont les types d'ondes qui correspondent, qui sont du même type des ondes P que nous avons étudiées? Les ondes sonores. Les ondes sonores sont longitudinales et ce sont une suite de compression et de dilatation. Lorsque vous avez regardé cette onde schématisée, on voit que la distance entre des points de milieu de propagation, soit qu'ils sont serrés, soit qu'ils sont dilatés. Donc, indiqué sur le schéma, chaque type d'onde. Il y a les trains d'onde A et les trains d'onde B. Lequel P, lequel S? Oui? Le train d'onde A correspond à P. AP, oui? Et le train d'onde B correspond à S. Donc, oui. Si cet exercice est donné dans un contrôle continu, c'est ça ta réponse. Oui. Qu'est-ce que nous avons dit? Toutes les réponses doivent être justifiées. Comment? Non, toujours. On ne peut pas dire là c'est L, là c'est S. Deux, c'est, on verra les deux. Je ne peux pas dire A. C'est P et S sans aucune justification. On doit justifier, toujours. Parce que P est sans rapide. Voilà. D'après les données, les deux types d'ondes se propagent dans le même milieu. Ça, c'est important. Elles se propagent dans le même milieu. Et par la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? La même vitesse. Si vous voulez. Donc, elles se déplacent, elles se déplacent dans les mêmes milieux. Donc, une
qui est rapide et l'autre qui est lente. Donc, connaissant la durée, on dit que les ondes A sont plus rapides parce qu'elles demandent moins de temps. Par contre, les ondes B demandent plus de temps et sont lentes. Les ondes sont lentes. D'accord? Donc, on écrit 1. Réponse à la question 1. D'après les données, la question, je reviens, la question 2, c'est une question de calcul. Il nous donne un événement qui s'est produit dans une ville. Il nous demande de traiter la question quantitativement, par calcul, d'accord? Donc, les ondes P, la phrase, qu'est-ce qu'il y a? Les deux questions, la première question et la deuxième question sont ensemble. Non, mais le si présente deux trains. Donc, on relit. Les ondes P, appelées aussi ondes de compression, sont des ondes longitudinales. Les ondes S, appelées aussi ondes de cisaillement, sont des ondes transversales, indiquées sur le schéma correspondant à chaque type d'onde. Là, je vous donne l'exercice. Ça, c'était un exercice de baccalauréat française. D'accord? Et cet exercice a été traduit par un collègue qui n'a pas noté toutes les données. C'est pour cela que vous avez dit que la question 1 et la question 2 sont deux questions semblables. Je donnerai l'exercice comme il a été donné dans une baccalauréat. Je vous donnerai l'année et quelle académie, entre parenthèses, française a utilisé c'est en 2003, en Afrique, ça veut dire ici, lycée Regnault, lycée Descartes, en Algérie, en Tunisie. Ils ont le même baccalauréat, la physique, là. Donc, voici. Voilà. Je vais mentionner l'en-tête. Voici. En Afrique 2003, les ondes sismiques, partie A et partie B. Je vais essayer de donner là. Voilà l'exercice. C'est ce schéma qui manque. Ce schéma qui manque. Donc, il a essayé de... On va essayer de traiter cet exercice comme il est devant vous. D'accord? Voilà la partie A et la partie B. Lors d'un séisme, la Terre est mise en mouvement. Ce sont les mêmes données. Des différentes natures qui occasionnent des secousses plus ou moins violentes et destructives en surface. On distingue les ondes P les plus rapides et se propagent dans les solides et les liquides. Les ondes S moins rapides ne se propagent que dans les solides. Voilà une différence entre les deux types. L'enregistrement de ces ondes, on le lira directement là. Les ondes, l'enregistrement de ces ondes par des sismographes à la surface de la Terre permet de déterminer l'épicentre du séisme, lieu de naissance de la perturbation. Le schéma A et B modélise la progression des ondes sismiques dans une couche terrestre. A1. Les ondes P, appelées aussi ondes de compression,
sont des ondes longitudinales. Les ondes S, appelées aussi des ondes de cisaillement, sont des ondes transversales. La question A11. Définir une onde transversale. Une onde transversale, c'est une onde lorsque la direction de propagation et la direction de déformation sont perpendiculaires. Deuxième question. Indiquer le schéma correspondant à chaque type d'onde. Là, le schéma A, c'est une qui modalise une onde qui est longitudinale, et celle-là, une onde transversale. Donc, le schéma A correspond quoi? À une onde du type B, et le schéma B correspond à une onde du type S. Là, nous avons deux, P et S. Regardez même, P, ça veut dire primaire, les premiers à atteindre un lieu donné. Et S, ce sont les secondaires qui arrivent après. Donc, les premières sont déformation qui est de même sens que la propagation. Donc, la question 12 indique le schéma correspondant à chaque type d'onde. Donc, là, nous avons dit c'est P et là, c'est S. Voilà la question qui viendra par la suite. Un séisme s'est produit à San Francisco. D'accord? Ils nous ont donné ce schéma qui est la même. Le train d'onde A et le train d'onde B. Donc le séisme, la première question pour comparer ce que nous ont donné dans l'exercice, c'est celle-là. À quel type d'onde S ou P correspond à chaque train? Justifier, voilà. Lire la question. À quel type d'onde S ou P correspondant à chaque train? Justifiez votre réponse à l'aide de textes d'introduction. Et on n'utilise jamais, on donne une réponse comme ça. A est plus grande que, par exemple, ça c'est S, ça c'est P. Ça c'est S parce que telle ou telle chose. D'accord? Essayez donc la prochaine fois. Parce que ici on a la justifiée, c'est dans la deuxième question. Oui, non, l'exercice est mal traité. Si vous suivez l'une des pages de deuxième année, vous trouvez cet exercice sur cette page de deuxième PC de 2019-2020 avec sa correction. D'accord? Normalement, c'était